Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Sénat Info, ici en extérieur dans les jardins du Luxembourg. Au sommaire, le Sénat peut-il basculer à droite? La vague bleue a changé la couleur dominante des grands électeurs après les élections municipales et du coup, l'opposition y croit. Mais avant, zoom sur le groupe écologiste, ici à la Haute Assemblée. Avant, son parti était membre du gouvernement, il ne l'est plus. Quelle va être dorénavant son attitude vis-à-vis du groupe socialiste, sa discipline de vote? Un groupe passé de 12 à 10 sénateurs. Le point avec Michael Spitzberg. Finalement, les retrouvailles sont souriantes. Au terme d'une séquence politique à haute intensité dramatique, le groupe écologiste au Sénat a rendez-vous pour faire le point et accorder ses violons. Bonjour. Si certains ont conservé le sens de l'humour, Pour parler à M. Bougain. Oh, austérité, M. Bougain. d'autres ont plus de mal à y voir clair après le remaniement qui a vu les deux ministres verts sortir du gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait dans les jours qui viennent, c'est tout. On se cale, voilà. Il faut dire que les sujets qui fâchent restent nombreux entre Europe Écologie et Manuel Valls. Pacte de responsabilité, pacte de solidarité, transition énergétique, rien ne va plus entre les alliés de la gauche. Premier gage offert par Manuel Valls aux Verts, la nomination de Ségolène Royal à un large ministère de l'écologie et de l'énergie. Un choix a priori intéressant, mais qui sera jugé sur les actes. Le choix de Ségolène Royal à l'écologie, c'est d'abord un bon signal dans le fait de mettre une personnalité avec un vrai poids politique, donc qui est en capacité de gagner ces arbitrages. C'est important que ce soit quand même un leader du Parti socialiste, quelqu'un qui a été candidate à la présidentielle. Donc il y a une vraie assise politique. Est-ce que son poids politique, sa volonté d'aller dans la transition énergétique qu'elle a affirmée, va faire que ça va être pour nous un partenaire privilégié? Ou au contraire, est-ce que certains arbitrages nous décevront? C'est un peu comme pour Manuel Valls, c'est les prochaines semaines et les décisions réelles prises qui feront la différence. Une position attentiste difficile à tenir, surtout quand certains parlementaires étaient prêts à donner du temps au nouveau Premier ministre pour faire ses preuves. On a un nouveau Premier ministre, on a un changement. Moi, mon avis était de dire, jouons le jeu, quelques mois, et puis voyons, si rien ne se passe au bout de 3 mois de concret ou de 6 mois, on monte un référendum interne des écologistes pour savoir si stop ou encore, si on continue. Et dire clairement les règles du jeu au Premier ministre. Une orientation qui n'a pas fait l'unanimité au sein du groupe, obligeant son président, Jean-Vincent Placé, à adopter une ligne « Je t'aime, moi non plus » pour conserver l'unité. Osez ces grandes réformes dont la France a besoin. Elles vous permettront de retrouver la confiance entamée des écologistes, mais ce n'est probablement pas l'essentiel aujourd'hui, et surtout la confiance d'un peuple qui, comme nous écologistes, n'est pas dans la défiance ni dans la méfiance, mais clairement dans la vigilance et dans l'exigence. Un concept de confiance vigilante qui, s'il ménage les partenaires socialistes, reste une source d'inquiétude pour Esther Benbassa. Nous serons des soutiens, il n'y a pas... Mais enfin, moi, on ne va pas me demander d'être un soutien inconditionnel, hein, parce que je ne serai pas un soutien inconditionnel si la politique de M. Valls se révèle être tournée vers la droite. On est un équilibriste, là, vous comprenez? Soutien vigilant, c'est ça aussi. Et les équilibristes, un jour, ils tombent. Et ils se font très très mal. Voilà. Point positif pour Manuel Valls, son projet de Big Bang territorial et ses engagements sur la transition énergétique ont reçu un accueil chaleureux chez les Verts. Reste à transformer les paroles en actes. Au soir du second tour des municipales, la droite a sorti sa machine à calculer. Après avoir gagné des villes comme Toulouse et sa communauté de communes, ou Bordeaux par exemple, ou bien d'autres, elle peut maintenant mathématiquement reconquérir la Haute Assemblée. Le Sénat se renouvelle par moitié en septembre. Une majorité aujourd'hui faible pour le pouvoir socialiste, 6 sièges d'avance avec un président, Jean-Pierre Bel, qui ne se représente pas. Le point avec Sylvain Pierron. Dimanche 30 mars 2014, deuxième tour des élections municipales et soirée cauchemar pour la gauche. Une défaite historique qui devrait également avoir des conséquences pour les élections sénatoriales prévues en septembre prochain. La gauche dispose actuellement d'une faible majorité de 6 sièges. 178 sur 348 seront bientôt renouvelés. Il en manque peu à la droite pour reprendre le contrôle de la Haute Assemblée. C'est un collège électoral de 150 000 grands électeurs, composé à 95% d'élus municipaux qui désignent les sénateurs. Avec plus de 155 communes de plus de 9 000 habitants passées à droite, le Sénat devrait mécaniquement changer de majorité.
Globalement, vous allez avoir des situations spectaculaires là où des grosses zones, des villes importantes, sont rebasculées de gauche à droite. Ça va être le cas par exemple à Toulouse, où on a pour le moment 4 sénateurs de gauche de Toulouse contre un seul de droite, et on va se retrouver sur une situation probablement inversée du fait du résultat de ces élections municipales. Et c'est la somme de tout ce qui se passe comme cela au niveau local, de toutes ces bascules locales, qui va nous indiquer l'avantage qu'aura la droite au Sénat. La droite pourrait reprendre jusqu'à 17 sièges, mais au petit jeu des pronostics, personne ne se risque à crier victoire trop vite. Le résultat des élections municipales est clair. Il y a les chiffres qui s'imposent d'eux-mêmes. Le sujet aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des délégués sénatoriaux, des élus municipaux, et de leur proposer un projet pour le Sénat. Quel est le rôle et la place du Sénat? Le bicamérisme, qu'est-ce que c'est? Rôle législatif, rôle de la représentation du territoire, rôle de prospective. C'est d'abord autour d'un projet qu'il faut les rassembler, bien plus qu'autour de noms ou de chiffres. Et à ce moment-là, se dégagera une nouvelle majorité sénatoriale. C'est pas joué ni dans un sens ni dans l'autre. Et je pense d'ailleurs que ce qui va se passer d'ici là, au plan politique, par exemple l'effet des mesures annoncées par le Premier ministre cette semaine, tout cela peut avoir une répercussion. Un Sénat qui sera transformé quel que soit le résultat des sénatoriales, car son président, Jean-Pierre Bel, a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste à l'automne. Une décision qui a surpris ses collègues. Je ne pense pas que le moment choisi pour faire cette déclaration a été judicieux. En pleine campagne des municipales, elle a laissé depuis, ici au Sénat, un sentiment de flottement. Un sentiment de flottement avec un président qui a décidé de ne plus présider alors qu'il est encore en exercice pour 5 mois, à un moment crucial pour le Sénat. Un moment crucial pour le Sénat, ça me paraît être aujourd'hui une communication qui n'était pas pertinente. Ces 3 années, 2011-2014, ont été assez difficiles dans la mesure où la majorité politique, c'est-à-dire la gauche, avec ses différentes composantes, a donné une image d'un fonctionnement pour le moins hasardeux et ne pas dire chaotique. Campagne pour les élections sénatoriales ou pour le fauteuil de président, c'est donc une période de débat et d'incertitude qui s'ouvre au Palais du Luxembourg. Pour célébrer à sa façon le centenaire de la Grande Guerre, le photographe Michael Saint-Morchil s'est parfois mis à hauteur de tranchée, souvent à plat ventre. 81 clichés de champs de bataille, terre de paix 14-18 à découvrir ici, sur les grilles du jardin du Luxembourg. De la Somme, en passant par la Meuse, la Belgique, le chemin des dames. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Autre guerre, autre événement, le 70e anniversaire du débarquement, en présence de François Hollande, Barack Obama et Angela Merkel. À cette occasion, l'historien Olivier Viviorca publie au Seuil l'histoire du débarquement, un D-Day revisité par l'auteur. S'appuyant sur des archives françaises, anglaises et américaines, il écorne le mythe, ce jour de gloire. Pénurie de bateaux, guerre des chefs, profonde déprime des troupes, la légende est ici complètement revue. Par exemple, ce port artificiel d'Arromanches qui n'aurait servi qu'à débarquer 30% du matériel britannique au final, ou encore cette désillusion des Normands. Beaucoup se désolaient de voir leur terre servir de théâtre d'opération et n'avaient pas accueilli très chaleureusement les Alliés. Avec ce lot de désolation, de bombardements et de civils tués, l'état des villes de Caen et de Salon, après le débarquement, leur ont donné raison. On arrive à la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Il n'y a pas de rendez-vous du Parlement la semaine prochaine. On se retrouve le mardi 29 avril pour les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, en direct toujours 14h55. En attendant, bon après-midi sur France 3.